Citoyens, citoyennes, sujets, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre et je vais vous parler aussi d'un positionnement politique. Alors le livre, il s'agit d'un livre qui date de 1909, si je ne m'abuse, de Georges Valois, qui s'appelle La monarchie et la classe ouvrière. Et ce dont je vais vous parler, c'est tout simplement le côté social, l'idéologie sociale qui entoure le royalisme. Alors, quelques mots sur l'auteur, et après je vous présenterai sa thèse. Georges Valois, c'est un petit peu un contre-exemple de ce que sont les royalistes, un petit peu traditionnalistes. Il a commencé par être anarchiste, puis il est devenu socialiste. Et oui, c'est un petit peu spécial. Il a été pendant 20 ans l'économiste, c'est-à-dire le théoricien de l'économie de l'Action française, ainsi que son principal responsable d'édition pour la maison d'édition Nouvelle Librairie Nationale, qui était celle de l'Action française. Sous son égide, deux expériences ont été menées pendant plusieurs années. La première, ça a été la mise en place d'une stratégie de l'Action française dite syndicale, où l'Action française a soutenu les grèves, défendu la CGT, et oui, et parrainé la création du Cercle Proudhon, un cercle de discussion entre nationalistes, royalistes et syndicalistes révolutionnaires. La deuxième expérience, c'était la stratégie dite corporatiste qu'il a menée, qu'il a poussée entre 1918 et 1925, où il a influencé la création de syndicats mixtes de patrons et d'employés par branche, c'est-à-dire un retour au système des corporations de l'ancien régime. En fait, là où Maurras voulait démontrer la nécessité du roi pour résoudre la question nationale, Valois voulait démontrer la nécessité du roi pour résoudre la question sociale. Vaste programme, me direz-vous, et peut-être que certains ne le comprendront pas, mais pour Georges Valois, le roi, c'est justement celui qui peut protéger l'ouvrier, qui peut protéger le prolétaire. Et aujourd'hui, on pourrait même dire qu'il protégerait toute cette classe de salariés et de travailleurs qui vont au-delà de l'ouvrier et qui sont la masse des Français. En fait, dans cet excellent livre, La monarchie et la classe ouvrière, il développe plusieurs thèses. Premièrement, que le régime républicain parlementaire est hostile aux intérêts de la classe ouvrière. Deuxièmement, que dans une démocratie, le mouvement ouvrier est sans cesse corrompu et détourné de ses objectifs sous la pression de l'État. Troisièmement, que le mouvement ouvrier obéit donc à la plutocratie ou oligarchie qui domine l'État démocratique. Et finalement, quatrièmement, que seule la monarchie héréditaire, anti-parlementaire et décentralisée crée les conditions politiques et sociales nécessaires à la défense des intérêts ouvriers. Là, évidemment, certains ne comprendront pas. Alors, pour comprendre, par contre, les arguments de Georges Valois, il est nécessaire de parler un petit peu des systèmes des corporations qui existaient sous l'Ancien Régime, qui était le système dans lequel qui précédait les syndicats en fait, et qui a été interdit sous la Révolution, et dans lequel des ouvriers d'une même branche et d'un même secteur géographique étaient réunis dans des corporations via lesquelles ils pouvaient dicter par exemple les salaires des ouvriers de cette branche. Ils pouvaient ils détenaient de fait un monopole pour fournir des ouvriers aux patrons, et de ce fait ils avaient un grand pouvoir. Et c'est une des premières choses évidemment que la révolution de 1789 a voulu démonter, parce qu'elle n'était évidemment pas dans les intérêts des petits. Alors j'aime beaucoup ce livre, il est très intéressant en fait. La partie écrite directement par Georges Valois, elle est pas très grande. Aujourd'hui, vous pouvez trouver le livre surtout en fait en format numérique. Il fait un peu plus de 300 pages, et la partie qui est écrite par Georges Valois, elle fait à peu près la moitié, 150 pages, et le reste, ce sont des contributions de socialistes, d'anciens membres des partis socialistes, anarchistes, etc., qui se sont ralliés au royalisme, ou même
qui réfléchissent sur la possibilité d'une restauration royale et qui l'admettent, parce que justement ils se sont rendus compte que la révolution de 1789 et que la République allaient contre les intérêts de la majorité de la population, salariés, à l'époque les ouvriers, aujourd'hui donc ces employés type un peu classe moyenne inférieure. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que je pense que Georges Valois a parfaitement compris quel était le problème de base, et il prend un peu à rebours tout ce qu'on pense en expliquant que le problème de base de la problématique sociale dans l'État, c'est un problème métaphysique et non pas économique. Il fait référence à Georges Sorel et à son ouvrage Les illusions du progrès. Pour lui, en fait, les syndicalistes, les socialistes font une erreur métaphysique cardinale. Ils croient au progrès. En fait, cette erreur leur vient d'auteurs comme Rousseau, qui croient à la perfectibilité de l'homme, et que cette perfectibilité est confirmée par la Révolution. Et chaque année, le temps qui passe fait pour ces hommes que l'humanité s'améliore. Valois explique donc que pour assurer la paix civile et pour résoudre le problème social, il faut tuer cette bête de l'illusion du progrès, qui est le produit de ce qu'il appelle les gens de la Sorbonne. Alors en fait, c'est une idée un peu large, il définit ainsi les intellectuels de gauche, ou qui se croient de gauche en tout cas. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce qui diverge là de la pensée marxiste, c'est qu'il ne croit pas que l'opposition entre ouvriers et bourgeois soit nécessairement une bonne chose et qu'elle aboutira à la victoire des ouvriers sur la bourgeoisie. Non, il croit réellement au problème social et il croit à la nécessité de protéger les ouvriers, mais pour lui, ce qu'il faut, c'est faire comprendre aux bourgeois leur erreur, et notamment leur erreur sur la révolution de 1789, où ils ont cru pendant un moment qu'ils étaient les vainqueurs de cette révolution, avant de se rendre compte que ces petits bourgeois, ils avaient été dépossédés par une classe de la haute bourgeoisie capitaliste qui leur a fait croire qu'ils étaient vainqueurs de cette révolution de 1789. Alors il faut comprendre que ce livre et son auteur, M. Georges Valois, n'ont d'intérêt que si on se place dans la perspective qui était alors celle de la France au tout début du XXe siècle, c'est-à-dire une république un petit peu qui vient juste de sortir du péril d'une restauration royaliste. Le comte de Chambord est mort depuis une trentaine d'années à ce moment-là. L'industrialisation est un vaste mouvement qui implique l'esclavagisation de l'ouvrier français au bénéfice d'une microclasse de la société, et sur ça, il ne diffère pas tellement en fait de l'analyse marxiste qui a été faite entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Et la montée en puissance d'une organisation, la CGT, la Confédération Générale des Travailleurs. Évidemment, aujourd'hui, la CGT n'est plus grand-chose. Aujourd'hui, le péril royaliste est passé et la problématique est tout à fait différente pour nous. Néanmoins, nous pouvons nous inspirer de sa pensée, qui a été, je pense, la plus profonde sur la question sociale via le vecteur de la monarchie, et de ce qu'elle pourra apporter à des masses de Français. Alors Valois est très clairement un antidémocrate, sur ça je ne peux que souscrire à ce qu'il dit, et pour lui, donc, convient qu'il existe des institutions qui protègent à la fois les ouvriers et la bourgeoisie pour son propre bien, mais en la dépossédant du pouvoir qu'elle a acquis ou qu'elle croit avoir acquis. Et pour cela, il faut des institutions qui protègent contre la faiblesse humaine et la démocratie. Donc ces institutions sont organisées autour de 3 principes: les associations ouvrières, volontaires et libres. Les associations ouvrières et patronales ne peuvent pas exister dans un régime démocratique sans être en état de conflit permanent. Donc il faut supprimer
la démocratie et créer des sortes de syndicats mixtes entre ouvriers et patrons, et bien sûr abandonner les principes révolutionnaires pour adhérer au principe de l'ordre éternel. Or, cette protection, pour lui, n'est pas possible en démocratie, du fait déjà de la religion du progrès. Alors ça m'amuse beaucoup, chers amis, parce qu'il parle fréquemment de la religion du progrès et de ces nouveaux papes de la religion du progrès. Alors s'il vivait à notre époque, je pense qu'il serait beaucoup plus tourmenté. Mais aussi du fait que en démocratie, il y a une recherche de lutte des classes factice entre d'un côté le patronat et le prolétariat, qui bénéficie à l'hyperclasse capitaliste des très grands bourgeois, et pour Georges Valois, des juifs, parce que disons-le très clairement, il est antisémite, il le revendique d'ailleurs lui-même. Et pour lui, la solution à cette opposition factice entre le prolétariat et le patronat, c'est le roi. Et pas n'importe quel roi. En fait, il soulève la crainte qu'un roi qui ne gouverne pas engendrerait finalement les mêmes travers qu'une république démocratique, puisque le gouvernement serait entre les mains de cette hyper-bourgeoisie capitaliste. C'est donc la nécessité de faire du gouvernement monarchique quelque chose qui dépasse la bourgeoisie, quelque chose qui dépasse le système républicain qu'il connaît à son époque, et que nous connaissons toujours un petit peu, un système à base de parlement, un système à base d'achat de vote, de corruption, et pour ça, il faut donner au roi le pouvoir de régner et de gouverner. Alors il en appelle à une réunion, on va dire, entre la CGT et l'Action française. Il y croit assez peu. Globalement, on peut dire ça comme ça, il croit assez peu que la CGT accepterait de parler d'une voix commune avec l'Action française, pour la simple et bonne raison que les dirigeants de la CGT sont déjà à cette époque corrompus par les politiques, par les hommes politiques de la Troisième République. Alors, c'est toujours le cas sous la Cinquième, sur ça on peut reprendre cette idée, mais il passe au-delà de ces chefs de la CGT pour parler directement ce qu'il appelle les syndicalistes révolutionnaires. Alors il se moque beaucoup des tentatives de la CGT de démontrer son autonomie vis-à-vis des partis de gouvernement et principalement des partis de gauche. D'ailleurs, il va même plus loin, il dit que le socialisme en tant qu'idéologie politique est une idée morte qui ne peut et ne veut faire plus rien pour les syndicats. Pourtant, il reconnaît qu'il y aura encore des victoires électorales de la part des partis qui se disent socialistes. Néanmoins, il se place, comme j'ai dit, sur le plan de l'idéologie. Pour lui, ces victoires de partis socialistes n'iront pas nécessairement dans le sens d'une amélioration des conditions de vie des ouvriers, puisque les socialistes ne s'opposent plus au capitalisme. Et c'est justement pour ça que les partis de gauche attirent un nouvel électorat à cette époque, c'est la bourgeoisie. En fait, il ne le dit pas, mais la bourgeoisie de centre-gauche. Celle qui, effectivement, est devenue un petit peu le cœur de l'électorat de la gauche pendant très longtemps, et qui est à peu près tout ce qui reste globalement au Parti Socialiste aujourd'hui. Alors, effectivement, il aurait fallu l'entendre sur les changements occasionnés par l'arrivée d'un homme comme Emmanuel Macron, qui réunit bourgeoisie de centre-gauche et bourgeoisie de centre-droit, ce qui marque peut-être une rupture d'ailleurs dans l'idéologie politique qui a entraîné le fonctionnement de la République, de la Troisième République à la Cinquième. Mais il prévoit donc que l'avenir politique et social des partis dits socialistes sera de plus en plus opposé aux intérêts ouvriers. Or, il n'a pas tort, on peut le remarquer aujourd'hui, des gens comme François Hollande, comme Ségolène Royal, comme tous ceux qui ont été les membres du Parti Socialiste durant les dernières années, ont tendance à le prouver. Je pense néanmoins qu'ils n'imaginaient pas que ce serait aussi long pour être démontré mathématiquement. C'est donc pour ça qu'il lance un appel aux syndicalistes, en leur disant que seule la monarchie peut créer des conditions politiques favorables au développement des organisations ouvrières. Il parle d'ailleurs d'un mouvement de fond qui est vrai d'ailleurs à exister à cette époque-là, de syndicalistes qui s'orientent vers le royaliste, et il fournit plusieurs preuves de ces jonctions
qui ont lieu entre syndicalistes révolutionnaires et royalistes traditionnalistes. Il en est un parfait exemple, puisqu'à la base il est un syndicaliste révolutionnaire, et à ce moment-là, son grand chef, son grand leader, son ami, c'est Charles Maurras, plutôt un traditionnaliste, adepte du nationalisme intégral. Donc je pense qu'à cette époque, c'était une possibilité. C'était une possibilité aussi parce que les syndicalistes du tout début du XXe siècle, de 1909, étaient des révolutionnaires. Ils envisageaient leur entrée dans un syndicat, non pas simplement pour protéger les intérêts de leur classe sociale et de leurs collègues, mais aussi comme un moyen pour modifier profondément la société, ce qui n'est clairement plus le cas aujourd'hui. Donc malheureusement, c'est un premier point sur lequel notre époque diverge fondamentalement avec celle de M. Georges Valois, c'est qu'à la fois le syndicalisme et le royalisme ne sont plus des réalités politiques. Donc il est encore plus improbable qu'ils en arrivent à se parler, à négocier ensemble et à représenter la masse des ouvriers et des salariés français. Alors en fait, il pose une question. Faut-il faire la révolution sociale ou faut-il faire appel au roi? Pour lui, il existe deux organisations qui sont composées de jeunes gens qui tendent au même but, c'est-à-dire détruire le régime républicain tel qu'il est à son époque. D'un côté l'Action française, de l'autre côté la CGT. Pour lui, il ne sert d'une action concertée et directe entre salariés et patrons pour supprimer le parlementarisme, et cela devrait se faire grâce aux syndicats. Et pour ça, il faut recréer le lien corporatif. Vous savez, ces corporations dont je vous parlais avant la Révolution française, mais ce lien a été détruit par la République. C'est pour ça qu'il pousse les ouvriers à se syndiquer. Donc déjà, première chose assez remarquable dans un milieu considéré comme d'extrême droite, et pas spécialement d'extrême droite, Marine Le Pen, je vais chercher sur les terres de l'extrême gauche. Non, non. À l'époque, extrême droite voulait bien dire opposé à extrême gauche. Mais c'est là qui est intéressant, qui diverge encore une fois de la pensée marxiste. Il remet en cause le fait que 1789 soit le fruit et la victoire de la bourgeoisie. C'est plutôt le fruit des déclassés de toutes les classes qui ont servi les intérêts autres que ceux de la bourgeoisie et plus largement du peuple français, d'une hyperclasse capitaliste et, ajoute-t-il, juive. Pour lui, en fait, 1789, c'est une double duperie. Ce n'est ni l'affaire de la bourgeoisie, ni celle du peuple. Les hommes de 1789 avaient deux objectifs. D'un côté, détruire la monarchie, qui était l'objectif préalable, mais ce n'était pas uniquement pour détruire un régime politique. Il s'agissait, au final, de détruire les cadres sociaux et sociétaux mis en place par la monarchie pour encadrer la société et la protéger. Et le point fort des hommes de 1789, ça a été de faire croire aux bourgeois qu'ils dominent la République. Et pour cela, ils se sont assis sur l'orgueil des bourgeois. Une fois la bourgeoisie persuadée de dominer la République issue de 1789, les véritables maîtres de celle-ci excitèrent le peuple contre la bourgeoisie, de sorte à avoir toujours un certain équilibre qui se fait entre ces deux classes qui s'opposent et qui ne peuvent pas s'unir pour réellement remettre en question l'ordre de 1789. Et il explique que petit à petit, à son époque, la bourgeoisie se rend compte qu'elle n'a pas les moyens des grands spéculateurs, des grands financiers pour influencer les hommes politiques. Et cela est dû à leur désorganisation voulue depuis la révolution de 1789 et la section du cordon ombilical qui les liait à leurs ouvriers à travers le système des corporations. L'opposition factice, encore une fois, entre prolétariat et bourgeois profite à ceux qui dominent la République, et en l'occurrence, il parle des partis qui se disent socialistes. En fait, la domination bourgeoise est une espèce de mystification
pour lui, organisée par les républicains pour amener la bourgeoisie à sa propre perte, faciliter l'exploitation de l'État par les politiciens et capitalistes, et notamment par une sorte, et là il commence à en parler, il ne va pas au bout parce que je pense que c'est encore un peu tôt à son époque, mais d'une espèce de classe internationale qui n'obéit, on va dire, plus vraiment au système de classe, qui est au-delà de ça, qui est Zemmour dirait aujourd'hui les gagnants de la mondialisation. Alors le problème c'est qu'il y a beaucoup quand même de gagnants de la mondialisation. En fait je pense que Georges Valois pense à une micro-société, 0,01% de la population. Oui, parce que Georges Valois, malgré tout, il n'est pas contre les bourgeois. Il veut défendre les ouvriers, mais il explique qu'une bonne défense des ouvriers, ça passera aussi par le fait d'y intéresser les patrons. Alors n'allez pas penser d'ailleurs que c'est une sorte de paternalisme typique du XXe siècle, du début du XXe siècle, que c'est une sorte de façon de légitimer le pouvoir des patrons sur les ouvriers, ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus profond que ça, il pense à une union de la société française contre ses réels ennemis, qui ne sont pas nécessairement des classes économiques, mais qui sont au-delà de ça, en fait, qui sont à la fois les plus riches, mais aussi les plus influents, qu'un projet de société qui ne va pas nécessairement dans les intérêts ni des prolétaires, ni des patrons. Pour autant, Georges Valois s'oppose à la révolution sociale. Alors, qu'est-ce qu'il appelle la révolution sociale? J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais globalement, vous savez, au début du XXe siècle, on se sent un peu dans les milieux anarchisto-communistes comme étant aux portes d'une révolution qui sera entraînée par une grève générale, qui entraînera la faillite des États et qui créerait une sorte des communautés en fait communales, hein, en quelque sorte, là devient le mot communiste, qui s'autogérerait et qui entraînerait un petit peu la fin de l'histoire, comme aurait dit Francis Fukuyama. Mais lui, il s'y oppose. Premièrement, il ne croit pas aux arguments sentimentaux de l'envie des prolétaires de déposséder la classe bourgeoise. En fait, il le dit lui-même, cet argument de la grande révolution des prolétaires contre les bourgeois, il ne tient pas, puisque les prolétaires ne veulent pas tuer les bourgeois, ils veulent prendre leur place. Je trouve que c'est plutôt bien analysé de sa part quand on voit la passion de la classe moyenne aujourd'hui pour essayer de grimper. D'ailleurs, quand on voit les tentatives des différentes classes sociales en France au XXIe siècle de prendre la place de celui qui est juste au-dessus, voire même maintenant, même plus de prendre leur place, mais de prendre une place à côté d'eux. Donc la révolution sociale, pour lui, c'est une absurdité. Il ne croit pas à la doctrine finale du communisme, comme quoi, sans un pouvoir central, sans l'État, les individus pourront organiser spontanément toute la production. Pour lui, il y a là, dans cette manière de voir, deux grandes erreurs, l'une politique, l'autre économique. D'abord politique, l'homme ne renonce à la guerre que lorsqu'il est contraint, et lorsque l'individu est libre de choisir, il revient à la guerre. En fait, il s'oppose à la théorie de l'homme à l'état de nature de Rousseau et d'autres penseurs de l'époque dite des Lumières, comme quoi l'homme à l'état de nature est un être pratiquement parfait, docile, gentil, qui cherche juste à survivre et à aider son prochain. Là, lui explique que non, ce n'est pas ça du tout. L'État s'est organisé à partir du moment où l'individu a voulu s'assurer la sécurité permanente contre une partie de ses droits, ce qui est la théorie politique de l'État traditionnel. Et si on vient à un régime dans lequel il n'y a plus d'État centralisé, ce sera le retour à la guerre. Économiquement, il juge également que la théorie de la révolution sociale aboutirait à l'impossibilité de la production. La théorie sociale, donc de la révolution sociale, suppose que des producteurs non propriétaires des matières et des moyens de production, librement associés, pourront assurer une production de rendement égal, sinon supérieure, à celle qu'atteint la production capitaliste. Or, dans les conditions de production industrielle qui sont celles du début du XXe siècle, pour lui, il y a besoin d'une hiérarchie verticale pour organiser la production, afin justement d'assurer, théoriquement, une certaine suffisance en termes matériels
à l'ensemble de la population. Alors c'est intéressant, il y aurait beaucoup de choses à en dire sur ce point, ça fait déjà 25 minutes d'émission. Il y aurait beaucoup de choses à en dire sur ce point. Oui et non, alors sur ce point je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Il y a eu, vous savez, il y a eu en une ex-Yougoslavie, pendant la guerre froide, il y avait l'expérience de l'autogestion, ce qu'on a appelé l'autogestion. Donc chaque unité productive était organisée à son niveau, tout simplement avec élection des directeurs, mise en place d'objectifs par tous les ouvriers, etc., etc. Et ça marchait plutôt pas mal. Alors, on était quand même avec un État plus ou moins centralisé, plus ou moins important, qui dirigeait tout ça. Donc on n'est pas dans le schéma communiste au sens utopique du terme. Néanmoins, on pourrait également dire que l'autogestion yougoslave a entraîné au moment de son ouverture à l'économie de marché, à la fin des années 80, début des années 90, l'effondrement complet et absolu de l'économie du pays, parce que l'autogestion, bien qu'elle produisait suffisamment pour assurer une certaine qualité de vie au pays, une fois qu'elle est dans un système mondial de commerce, elle ne produit plus assez. Donc la révolution sociale, elle est contraire aux intérêts de la classe ouvrière, puisqu'elle entraînerait une diminution de la production, une diminution donc des biens et des services produits, et une misère générale qui entraînerait de même une contre-révolution capitaliste durant laquelle les quelques victoires des ouvriers seraient automatiquement annulées. Donc pour lui, le dilemme qui se pose à certains à l'époque, à savoir choisir entre révolution sociale, c'est-à-dire l'action qui est supposée être menée par la CGT, ou une restauration royaliste, elle se conclut par le fait, premièrement déjà, que la révolution sociale n'est pas possible. Mais lui pense que les intérêts des ouvriers peuvent être protégés et leurs besoins satisfaits par une restauration royaliste et par la mise en place d'un système social axé sur le système des corporations de l'ancien régime dont je vous ai parlé. Il ne suffit pas, pour Georges Valois néanmoins, que les travailleurs acceptent le roi. Il faut qu'ils comprennent le progrès pour la civilisation et le bénéfice pour la classe ouvrière que signifierait une restauration royaliste. Oui, parce que, vous savez, à cette époque, on disait beaucoup aux ouvriers, le roi, c'est le chef des nobles. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que dans 1984, le livre de George Orwell, qui est un livre extraordinaire, justement, à un moment, le héros Smith, Wilson Smith, je crois, Winston Smith, j'ai un trou. Le héros lit un livre d'histoire qui est donné aux enfants d'Océanie, dans laquelle il est dit justement les nobles donc font du mal aux ouvriers et le chef des nobles s'appelle le roi. C'est un peu ce qu'on leur dit à l'époque aux enfants. On dit le chef des nobles, il s'appelait le roi. Pour Georges Valois, ce n'est pas le cas. Le roi n'est pas le chef des nobles. Il est bien plus que ça, et il n'est pas simplement un symbole. Il a une place particulière dans le processus économique. Et ça, il le développe sur plusieurs points. Premièrement, il est le maître de la guerre et de la paix. Il est donc garant de la paix d'une nation, et c'est très important, la paix, pour se concentrer sur les objectifs de production. Et oui, parce que économiquement, vous êtes effectivement beaucoup plus rentable quand vous êtes en paix que quand vous êtes en guerre. Et à ceux qui diraient oui, la monarchie ça a été la guerre pendant très longtemps, oui mais c'était des guerres limitées à des théâtres géographiques très particuliers et à une partie de la population qui en avait fait son métier. Ce qui ne sera pas le cas durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième point, qui fait que le roi a une place particulière dans le processus de production, son intérêt personnel, donc celui du roi, est lié à la puissance de l'organisation ouvrière pour assurer cette production, mais également pour supprimer l'intermédiaire du patronat. Parce que le patronat fait peser
un danger politique et économique, et nous y reviendrons, sur la royauté. Or, le lien direct qui existerait entre le roi et les ouvriers, justement, permettrait d'améliorer le rendement économique, mais surtout, dans l'intérêt personnel du roi, de supprimer des intermédiaires gênants, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Troisième point, l'intérêt du roi est lié à la puissance de la nation. Il est donc directement intéressé à ce que le peuple demeure sain, robuste et énergique. Or, si le peuple est exploité par l'idéologie capitaliste, fatalement, il dépérit. Alors, je me doute que certains doivent être en train de sourire sur doivent être en train de se dire c'est un petit peu un argument cours d'école. Oui et non. Encore une fois, ça dépend si vous l'envisagez avec une notion un petit peu métaphysique, comme quoi il y a un lien particulier qui unit le roi à son peuple, ou si vous l'envisagez d'une notion purement matérielle. J'ajouterais que effectivement, il n'a pas tort en disant que l'intérêt personnel du roi, c'est d'avoir une nation qui est puissante, ce qui n'est pas nécessairement l'intérêt de la République à partir du moment où elle obéit à des chefs qui sont extra-nationaux, comme c'est le cas par exemple pour la République française aujourd'hui. Donc elle a moins intérêt à ce que les Français soient capables de se rebeller. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a tellement affaibli l'homme blanc européen traditionnel depuis un demi-siècle, et pour lequel on a fait appel, une autre raison pour laquelle on a fait appel à l'immigration, pour s'assurer par le métissage que certaines caractéristiques de rébellion, certaines caractéristiques qui font les peuples, les nations, diminuent. Quatrième point, le roi prend les conseils des travailleurs via justement les corporations pour faire des lois, et ça c'est vrai. Ça c'est tout à fait vrai dans l'Ancien Régime. Le roi justement, quand il avait besoin de faire une loi sur des questions de travail, des questions sociales, faisait appel au chef des corporations pour qu'il lui donne son avis et pour justement que la loi se fasse plutôt en faveur des différentes corporations impliquées. Donc le roi prend le conseil des travailleurs via les corporations pour faire des lois intéressantes à l'économie, car il sait que les bourgeois et les patrons cherchent à gagner de l'argent sans travail, au risque de diminuer les bases d'une économie saine. Oui, parce que les intérêts économiques du roi, à savoir les intérêts économiques de la nation, du coup, ne sont pas nécessairement ceux de la bourgeoisie et du patronat. La bourgeoisie et le patronat, leur intérêt, c'est de gagner plus d'argent, mais non, pas nécessairement de créer les bases d'une économie saine. Leur intérêt, ça va être de diminuer les salaires, à un moment, s'il faut produire moins, mais du coup, parce qu'en produisant plus, finalement, ce serait plus de bordel et on risquerait pas de gagner beaucoup plus, mais en produisant moins et en diminuant les salaires, du coup, voilà. Ça, c'est pas l'intérêt du roi. C'est pas l'intérêt également de la nation. Voilà, il y a une différence entre gagner de l'argent pour un bourgeois et bâtir les bases d'une économie nationale. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron n'est pas bon en économie. Emmanuel Macron, il sait comment gagner de l'argent. Ça n'a rien à voir avec la construction de l'économie d'un État. Ce sont deux choses différentes. Donc pour toutes ces raisons, le roi doit donc favoriser, selon Georges Valois, les organisations ouvrières. Et du coup, cette place du roi et des organisations ouvrières sous la monarchie implique deux choses pour la production. Ça va premièrement obliger les capitalistes, s'ils veulent gagner plus, à innover et à se concentrer sur le processus de production et non pas sur la gestion des salaires et des affaires sociales, qui sera plus l'affaire des corporations. Et deuxièmement, ça maintient la bourgeoisie capitaliste entre deux murailles, le roi d'un côté et les corporations de l'autre. Alors ensuite, il décrit un petit peu ce que seraient ces corporations. Encore une fois, c'est pris à peu près exactement sur le modèle de ce qu'étaient les corporations sous l'Ancien Régime. Il s'agit d'organisations à la fois par métier, aussi par localisation géographique, dans laquelle se retrouveraient liés à la fois des ouvriers, des salariés et des patrons de cette branche et de ce secteur
géographique, ça créerait un lien permanent entre les salariés et la bourgeoisie qui du coup s'identifierait plus à une branche de son travail qu'à une classe sociale. Ça permettrait également d'intéresser davantage les ouvriers à la création de lois, mais aussi de leur permettre d'avoir des organisations syndicales beaucoup plus puissantes et qui peuvent peser sur le marché, puisque je le répète, dans ce cas-là, ils seraient en situation de monopole. Alors, c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant, mais c'est très fin du 19e, début du 20e. Est-ce que cette théorie de la corporation serait possible aujourd'hui? J'aimerais que ce soit le cas parce que je crois fortement en ce système. Néanmoins, c'est très compliqué pour une simple et bonne raison. Il n'y a plus de métier aujourd'hui, sauf très rares cas, il n'y a plus de métier. Aujourd'hui, il y a des emplois, ce qu'on appelle les gens qui ont des emplois sont des employés, mais il n'y a plus de gens qui ont un métier, des gens qui sont agriculteurs, des gens qui sont ouvriers spécialisés, etc., etc. C'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, on a plutôt des touche-à-tout qui un jour sont employés dans une banque, le lendemain deviennent fonctionnaires, après, etc., etc., dans une petite entreprise d'artisanat. Et fatalement, du coup, organiser un système de corporation par branche sur la base de ce qu'est notre économie à l'heure actuelle, ce serait très compliqué. Ce serait très très compliqué. Pour autant, compliqué ne veut pas dire impossible. Moi, je vous enjoins à lire véritablement ce livre, La monarchie et la classe ouvrière. Vous pouvez sauter les passages où c'est d'autres qui parlent des syndicalistes, des socialistes, des royalistes, etc., pour rester sur les passages où c'est lui qui parle et qui donne les fondements de ses doctrines. J'aurais aimé qu'il rentre un peu plus dans les détails, mais je pense que c'était plus une question de théorie politique qu'autre chose, et ce qui est déjà extrêmement intéressant. Cet ouvrage nous montre quand même qu'il y a eu une époque où l'action française était très orientée vers la question sociale. Aujourd'hui, les partis royalistes le sont également d'ailleurs, hein, ne croyons pas ça, tout comme l'extrême droite actuelle s'oriente beaucoup vers les questions sociales. Néanmoins, comme ils sont, on ne les entend pas sur ce sujet parce qu'ils n'existent pas, ils sont tellement peu du coup que politiquement ils n'ont pas de place aucune. Au-delà de ça, les syndicats aujourd'hui n'ont plus également une très grande importance comme ils ont pu l'avoir à l'époque, et ils n'ont plus une visée révolutionnaire. Donc, ouvrir un dialogue entre ce qui reste des syndicats et ce qu'il reste des partis royalistes n'aurait très honnêtement aucun sens. Puis on imagine mal, malgré tout, les dirigeants de la CGT se rallier aux idéaux royalistes, tellement maintenant ils font plutôt aussi du sociétal que du social. Néanmoins, il doit exister quelque chose. Vous savez, Marine Le Pen s'en est plutôt bien tirée, malgré tout, en axant sa pensée beaucoup sur la récupération des perdants de la mondialisation, des ouvriers, des petits employés, des classes moyennes inférieures, etc. etc. Après, ne parlons pas du désastre qui a été le désastre du débat du deuxième tour, mais elle a trouvé une piste, quelque chose. Et d'ailleurs, il est inutile d'opposer sa vision des choses à celle de Jean-Marie Le Pen, qui, malgré tout, a toujours eu une certaine aura chez les classes ouvrières. Mais peut-être qu'il leur a un peu trop parlé d'immigration et pas assez parlé de lutte sociale, même si c'est pour moi les deux sont liés, il fallait parler des deux, et même si Marine Le Pen du coup ne parle plus assez d'immigration et peut-être un peu trop de social. Mais il y a une place à jouer là-dedans, mais pour que les royalistes puissent rallier les ouvriers, ils auront besoin de faire entendre leur voix. Et pour faire entendre leur voix, on va pas y revenir, mais il faut se réunir, il faut arrêter de se disputer sur qui sera le roi, parce que très honnêtement, le petit ouvrier, s'il se rallie au royalisme, pour l'instant, savoir qui est le roi, ce sera le cadet de ses soucis. Il se ralliera à une doctrine, à une idéologie politique. Bien, je vais arrêter là, parce qu'on arrive à 40 minutes d'émission. Si vous avez eu le courage de nous écouter jusqu'au bout, déjà je vous félicite.
J'espère également ne pas avoir été trop barbant. Comme je l'ai dit dans une précédente émission, ma fille vient de naître, alors ce qui fait que je fais ces émissions assez tard le soir, et donc je suis un petit peu plus fatigué. En attendant, je vous écoute. Si vous avez des idées sur ça d'ailleurs à développer, vous savez que le cercle Richelieu est un cercle de réflexion, donc visant à établir un plan de bataille, un plan d'idéologie politique pour le royalisme contemporain. Donc si vous voulez nous rejoindre pour parler de ça, si vous voulez même pas nous rejoindre, mais simplement évoquer un petit peu ce sujet dans les commentaires, nous serions ravis de vous entendre. Et je vous dis à très bientôt. Et j'espère avoir peut-être suscité une petite flamme royaliste dans le cœur de quelques ouvriers ou fils d'ouvriers. C'était Alexandre du Cercle Richelieu. À très bientôt. Thank you.